Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce jeudi 31 septembre. Une image des otages enlevés au Niger, diffusée aujourd'hui par Al-Qaïda. La France y voit un signe encourageant. Vers une réduction des délais pour récupérer les points de permis de conduire, Nicolas Sarkozy pour cet aménagement, tout en refusant, dit-il, un message laxiste. L'assouplissement devrait être à la marge. L'ouverture ce week-end à Paris du Mondial de l'automobile. Le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, dévoilera dans ce journal les derniers chiffres de septembre, alors que disparaît la prime à la casse. Et puis notez que le sociologue Alain Touraine sera également avec nous tout à l'heure. Il nous présentera son dernier essai après la crise. Une image fixe donc, celle des 7 otages dont 5 Français enlevés au Niger. Cette photo diffusée aujourd'hui par la chaîne Al Jazeera témoigne que les otages sont vivants. C'est le message de Paris ce soir. La France donc y voit un signe encourageant dans la mesure où elle montre tous les otages en vie. Des otages qui semblent détenus, je vous le rappelle, dans des collines désertiques au Mali. Le chef de l'État recevra demain les familles des 5 otages français. Il se dit opposé à tout assouplissement, mais il est sur le départ du gouvernement. Dominique Bussereau, secrétaire d'État au transport, dénonce le mauvais signal qui serait envoyé aux automobilistes avec la réduction du délai pour récupérer les points de son permis. Nicolas Sarkozy prend position. Lui, aujourd'hui, il se montre favorable aux aménagements voulus par des parlementaires UMP, tout en refusant tout message laxiste, position contradictoire selon les défenseurs de la sécurité routière. Aurélien Romano. Assouplir les règles de récupération de points, Nicolas Sarkozy ne semble pas y être totalement opposé, même s'il réfute tout message laxiste sur la sécurité routière. L'idée d'une réforme du permis à points est venue du sénateur Alain Fouché. Il propose de réduire de 3 à 1 an le délai nécessaire pour retrouver tous ses points, à la condition que l'automobiliste ne commette aucune infraction pendant cette période. L'Assemblée nationale propose de son côté de ramener ce délai à 2 ans. Pour le député Philippe Goujon, l'objectif est d'assouplir les dispositions qui entraînent parfois des effets pervers. C'est aussi l'un des objectifs de cette nouvelle proposition, à savoir de réduire le nombre d'automobilistes conduisant sans permis, qui se développe de façon très importante, ainsi que le trafic de points entre membres d'une même famille ou autre. Cet argument est balayé par des associations comme la prévention routière qui rappellent la nécessité de garder un message de fermeté vis-à-vis des automobilistes. Les gens qui conduisent sans permis ne sont pas des gens majoritairement à qui on a retiré leur permis, ce sont majoritairement des gens qui n'ont jamais passé le permis. Un certain nombre de gens se jouent des radars, il faut impérativement avoir un message de fermeté. La réforme du permis à points sera examinée en première lecture les 5 et 6 octobre à l'Assemblée nationale. Question du nouvelobs.com, le partenaire du 19h. Êtes-vous favorable à l'assouplissement du permis à points? On découvre les réponses. Oui, 71%. Non, 26%. Les centristes du Sénat, dont les voix sont indispensables, réclament toujours le maintien du départ sans décote à 65 ans des femmes ayant élevé 3 enfants. Le gouvernement répète qu'il ne reviendra pas sur les mesures d'âge. Lors des questions d'actualité aujourd'hui, les élus communistes ont brandi des pancartes en faveur du maintien de la retraite à 60 ans. 60 ans pour tous, on le voit. Étonnement de l'exécutif sur l'absence de brouhaha sur les rangs socialistes. Les élus PS se réservent apparemment pour le débat en séance qui commencera lundi. Ils déposeront alors quelques centaines d'amendements. Sandra Cerquera. Dans la lutte contre la réforme des retraites, chez les sénateurs communistes, on dit se sentir un peu seul. Des socialistes trop silencieux qui ne prennent même pas part au vote du texte en commission. C'est vrai qu'il y a une tonalité peut-être plus forte de la part du groupe CRC-SPG et dans la bataille, eh bien, nous allons montrer cette tonalité et je souhaite vivement que le groupe socialiste puisse avoir la même tonalité et s'opposer frontalement à ce pouvoir. S'opposer en gardant les forces pour la séance, le PS attend lundi pour sortir de l'ombre et déposer ses 300 amendements. Et il ne s'en cache pas, il veut faire durer les débats et même dépasser les 2 semaines fixées par Gérard Larcher.
C'est un texte important sur lequel nous devons débattre et il nous faut prendre le temps du débat. Donc je fais confiance à Monsieur le Président du Sénat pour ne pas nous faire ce que le Président de l'Assemblée nationale a fait avec la gauche et particulièrement avec les socialistes. La gauche prête à rejouer l'épisode de l'Assemblée nationale et s'offrir une revanche. Et déjà à l'UMP, on dénonce la stratégie d'obstruction. Ce qu'ils veulent, c'est attendre la journée de samedi, du 2, pour ensuite venir relayer les choses dans l'hémicycle. Les sénateurs avaient pourtant promis une ambiance calme. En séance, il pourrait en être bien autrement. Car si la bataille aura bien lieu à gauche, elle n'épargnera pas la droite. Face aux propositions des centristes, certains sénateurs UMP ont bien l'intention de tout faire pour limiter le coût de la réforme. Il était depuis plus de 20 ans maintenant l'homme fort de Vendée. Philippe de Villiers annonce sa démission de la présidence du Conseil général. Il évoque la fin de l'autonomie fiscale, la réforme territoriale, l'esprit de l'époque, les impatiences, écrit-il encore, sans aborder la question de son mandat de député européen et son titre de président du mouvement pour la France. Philippe de Villiers précise dans son communiqué qu'il est guéri d'un cancer rare de l'œil. Faut-il aller jusqu'à interdire le cumul d'un mandat de parlementaire et d'un autre métier? François Hollande rejoint la proposition de Martin Hirsch, dont le livre sur les conflits d'intérêts suscite la polémique, moins d'ailleurs en raison du débat soulevé par l'ancien haut-commissaire aux solidarités actives que par les allusions visant tel ou tel, comme Jean-François Copé et Gérard Longuet. Enquête au Sénat de Marie Brémaud. À droite comme à gauche, nombreux sont ceux qui partagent l'avis de François Hollande, opposé au cumul d'un métier et du statut parlementaire. Mais à chacun ses raisons. Il n'y a aucune profession qu'on puisse cumuler utilement et raisonnablement avec une fonction parlementaire. On n'a pas le temps, quoi. Moi, je crois qu'un travail parlementaire, je puis vous le dire, c'est un travail qui vous prend à plein temps. Je crois qu'il faut effectivement une réflexion globale sur ce qu'il est possible de faire aujourd'hui et ce qu'il n'est pas possible de faire pour ne pas faire en sorte qu'il y ait ce climat dans l'opinion où nos concitoyens pensent finalement que les élus ne seraient pas honnêtes ou seraient tous pourris. Les possibles conflits d'intérêts entre la profession des élus et leur mandat ont été relancés par Martin Hirsch qui pointe certaines irrégularités. Mais que dit la loi? L'exercice de certaines fonctions est interdit durant le mandat. Sont incompatibles par exemple la direction d'entreprises publiques ou d'organismes privés dépendants de la puissance publique. Certaines interdictions étonnent d'ailleurs le président du Sénat. Pourquoi un professeur, je parle de professeur d'université, qui a une chaire, il serait compatible d'être parlementaire alors qu'un professeur associé, ça ne serait pas compatible. Vous voyez bien qu'il y a là des discriminations. C'est l'occasion d'examiner si c'est compatible ou non. Le comité de déontologie de la Haute Assemblée s'est penché sur la question et devrait rendre ses conclusions le 13 octobre prochain. Hommage unanime à Georges Charpak qui avait reçu le Nobel de physique en 1992, scientifique engagé, ancien résistant. Il fut aussi un formidable vulgarisateur en s'engageant pour l'apprentissage des sciences dans les écoles primaires. Georges Charpak s'est éteint hier à 86 ans. La suite du 19h avec nos deux invités. D'abord Christian Estrosi, le ministre de l'Industrie, puis le sociologue Alain Touraine qui livre son diagnostic sur la société après la crise. Bonsoir Christian Estrosi. Bonsoir. Après la crise, donc ce n'est pas encore tout à fait vrai pour les constructeurs automobiles. Comment se porte le marché alors que s'ouvre le mondial ce week-end à Paris? Le marché se porte plutôt bien puisque l'année 2009 a vu monter en puissance le chiffre d'affaires et surtout le nombre de véhicules vendus. Ça a été même l'année record depuis 1993. Mais c'est une année qui s'est effectuée sur le déstockage des véhicules qui avaient été produits lors des années précédentes, donc où la production a été ralentie et en même temps, donc forcément, des pertes d'emplois. Et les ventes avaient été, il faut dire, aussi tirées avec la prime à l'emploi, la prime à la casse. Et la prime à la casse qui, nous le démontrons avec les résultats de cette année, continue à produire ses effets. J'avais proposé que nous ayons une sortie en sifflet. Il y a encore 500 € de prime à la casse jusqu'au 31 décembre prochain. Et on voit que cela continue à jouer pleinement, puisque les chiffres qui viennent de tomber, je vous les annonce en avant-première, c'est plus 0,5%
de ventes en plus par rapport à l'année 2009 à la fin du mois de septembre dernier. Lorsque l'on voit le marché européen qui est à moins 3,5, le marché allemand qui est à moins 28, c'est la France qui obtient les meilleurs résultats. Ça démontre que notre politique, oui, nous sommes en tête de tous les pays de l'Union européenne et de la moyenne des pays de l'Union européenne, et très loin devant l'Allemagne. Ça démontre que la politique que nous avons conduite et qui nous amène d'ailleurs demain au mondial à présenter chez les constructeurs français toute une nouvelle gamme de véhicules décarbonés en matière d'innovation. Nous avons su à la fois gérer la crise en accompagnant nos constructeurs, nous avons su accompagner les consommateurs et nous avons su anticiper la sortie de crise, et nous sortons de la crise en investissant sur l'innovation. Avant de parler, je retiens que le chiffre des ventes en septembre est positif. Du 1er janvier, au 30 septembre, nous sommes à plus 0,5 par rapport à l'année 2009, qui était l'année record depuis 1993. Donc voilà, donc les ventes se sont tenues. Et dans le même temps, moins 3,5 sur l'ensemble de l'Union européenne, moins 28% en Allemagne. Est-ce que selon vous, 2011 verra effectivement la sortie de crise pour les constructeurs, véritablement? Je crois que nous sommes sortis de la crise. C'est clair. J'étais l'autre jour avec le Premier ministre en visite chez PSA Sochaux, au mois de juillet déjà sur Mulhouse, où nous avons un certain nombre de recrutements, près de 600 salariés en CDI qui sont recrutés par PSA. Nous voyons toute une nouvelle gamme de véhicules qui, sur certains segments, devraient être des leaders entre la fin de l'année 2010 et l'ensemble de l'année 2011. Nous rentrons dans une nouvelle génération de véhicules où, même si nous sortons de la prime à la casse, avec le bonus, le super bonus écologique, nous avons des solutions qui vont poursuivre quelque part l'effet de la prime à la casse pour encourager le marché de la vente automobile. Nous sommes des leaders. Que ce soit Renault. Même si le marché européen est saturé, tous les constructeurs le reconnaissent et se tournent désormais vers les pays émergents et notamment vers la Chine. Tant mieux. Doit-on laisser en Chine? Ce sont des localisations et non pas des délocalisations. Pour PSA par exemple, est-ce que vous savez qu'en 2015, sur l'ensemble du marché de la production automobile sur la planète, 31% des véhicules vendus seront vendus en Chine. Une première voiture en Europe, c'est pour 2 Européens sur 10. Une première voiture en Chine, c'est pour 8 Chinois sur 10. Donc c'est un marché extrêmement porteur de croissance. Comment serait-il concevable que les industriels français ne soient pas présents en Chine? Alors vous avez évoqué la fin progressive de la prime à la casse, effectivement. Comment l'État va-t-il aider les acheteurs de véhicules électriques qui seront à la fête lors de ce mondial? Là, il y aura une prime aussi. Il y aura une prime pour les véhicules électriques où on est à 100% de décarboné, donc 0% d'émissions de CO2. Combien de 5 000 €, oui. Ce qui fait que nous pouvons commercialiser les premiers véhicules à un prix très compétitif par rapport aux moteurs à énergie traditionnelle. Alors, Christian Estrosi, le chef de l'État entend ouvrir le dossier de la politique industrielle après les retraites. Il place d'ailleurs les deux sujets au même niveau. C'est ce qu'il a dit à des responsables de la majorité il y a quelques jours. Il n'y aurait donc pas encore de vraie politique industrielle, comme d'ailleurs le dénonce dans une interview aux Échos hier Ségolène Royal? Moi, je ne réponds pas à Madame Royal. Le président de la République a annoncé la nouvelle stratégie industrielle de la France au mois de mars dernier. C'était Eurocopter à Marignane avec 23 mesures que nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Elle repose essentiellement à la fois sur un constat, selon lequel la France, depuis 1999, a perdu près de 600 000 emplois industriels, simplement sur la baisse de la fabrication de composants français, donc des sous-traitants qui ont été maltraités par nos grands groupes industriels. À la fin des années 90, les Allemands ont su bâtir de véritables écosystèmes avec une solidarité grands groupes industriels, PME et ETI, donneurs d'ordre sous-traitants. En France, nous n'avons pas su le faire. Résultat des courses, en 1999, il y avait 74% de composants français dans les productions industrielles françaises. En 2009, nous sommes à 69%. Ces 6% de pertes de fabriqués en France correspondent peu ou prou à des délocalisations qui ont entraîné la perte de 550 000 emplois. Vous voulez le champion des relocalisations, Christian Estrosi. Il y a quelques cas dans l'actualité qui heureusement nous surprennent. Par exemple le Jabi récemment ou encore le Coq Sportif. Est-ce que ce sont des épiphénomènes? Alors, ça ne me surprend pas.
parce que ça correspond aux décisions que nous avons prises. Nous en sommes aujourd'hui à près d'une trentaine de dossiers de relocalisation. Pour les dossiers les plus récents, c'était hier Rossignol, 15 000 paires de skis par an de plus qui seront produites à Sallanches. C'est une marque historique pour notre pays, dans le massif des Alpes. C'est le coq sportif. Je pourrais vous parler des fonderies le sol est loin d'être positif en termes d'emploi. Vous savez, sur l'année 2009, qui est une des années les plus difficiles, lorsque l'on sait que c'est l'année des 10 dernières années où on a commencé à inverser les délocalisations par la réimplantation industrielle en France d'un certain nombre d'emplois, et que nous estimons à près de 6 000 le nombre d'emplois qui pourraient se relocaliser en France d'ici la fin de l'année 2010, mi-2011, ça veut dire que nous sommes en train d'inverser le cours des choses parce que la France redevient compétitive. Pour la première fois en termes de compétitivité, les industriels et les entreprises françaises, depuis le 1er janvier dernier, n'auront pas à payer 12 milliards d'euros de taxes professionnelles en investissement productif. Crédit impôt recherche, chaque fois qu'on investit en France 100 euros dans la recherche, ce sont 30 euros qui sont remboursés par l'État. Ce sont quelques éléments qui démontrent que nous avons retrouvé le chemin de la compétitivité. Je vous arrête, vous ne défendez pas votre bilan, parce que j'avais envie de vous demander, est-ce que vous serez encore demain ministre de l'Industrie? Je voyais dans le Figaro ce matin, remaniement, ces 10 ministres qui ne s'inquiètent pas, eh ben votre nom, il n'est pas parmi les 10. Donc est-ce que vous vous inquiétez? Est-ce que vous avez lu ça dans la rubrique de Madame Soleil, Horoscope, non, ou la rubrique politique, signée par Madame Soleil? Non, par une consoeur. Je ne fais pas de politique fiction, et je pense que le président de la République ne consultera aucun média pour faire son remaniement. Mais quand même, ne pas être dans cette liste, ça vous inquiète? Moi, je n'ai qu'une mission qui m'est confiée par le président de la République. C'est la réindustrialisation de notre pays. C'est de donner un cap à la France pour que d'ici 2015, on regagne 25% de part de production industrielle dans notre produit intérieur brut. Et je n'ai pas de questions à me poser. Vous ne vous posez pas de questions sur votre avenir ministériel? Pas une seule. Je vais vous poser encore une question. Est-ce que vous pourriez, Christian Estrosi, mais franchement, on parle du mondial de l'automobile. On parle de la réindustrialisation de la France. Et ce qui vous intéresse, c'est la politique fiction qui est faite par quelques-uns de vos confrères? Ah, c'est aussi la politique au sens noble, hein, le remaniement qui se profile et qui alimente bien les conversations, vous le savez, au sein même du gouvernement. Ça fait 25 ans que je suis dans la vie politique et la vie publique. J'ai toujours entendu qu'après un remaniement, il y aurait toujours un autre remaniement. Est-ce que vous pourriez, assez paradoxalement d'ailleurs, être victime du virage sécuritaire, Christian Estrosi, que vous avez défendu, mais en allant jusqu'à imaginer des sanctions contre les maires des villes défaillants, en allant peut-être trop loin? Et vous avez lu ça où? Votre proposition de sanctions contre les Vous l'avez lu où? Dans le journal du dimanche. Je crois que vous l'avez un week-end de cet été. Je crois que vous l'avez mal lu, parce que j'expliquais que j'appelais à une union sacrée entre les maires qui, de par la loi, ont la responsabilité de la prévention de la délinquance, ministre de l'Intérieur et préfet, la police, procureur, garde des Sceaux, la justice. Et que s'il y a un maillon de la chaîne qui est faible, eh bien nous ne gagnerons pas la guerre contre l'insécurité. Discours de Grenoble du président de la République, ces 3 maillons doivent être soudés pour qu'on gagne la bataille de l'insécurité. Et d'avoir dit simplement que quand on regarde sur le logement social, que lorsqu'une municipalité ne produit pas suffisamment de logements par rapport au quota, forcément il y a une mesure qui est prise pour pouvoir l'amener à le respecter, que lorsque une municipalité, en cas de grève, ne met pas en place le service minimum d'accueil dans les écoles, il y a des obligations qui sont faites aux municipalités. Les gens du voyage, on en parle beaucoup en ce moment, la loi Besson, vous savez, le ministre socialiste qui a indiqué très clairement que quand on n'avait pas un terrain d'accueil, on ne pouvait pas bénéficier de l'aide de l'État pour expulser les gens qui s'installaient sans droit ni titre sur la propriété d'autrui. Ça veut bien dire qu'il faut que les maires mettent en œuvre ce qui leur est confié par la loi. Merci. Vous restez avec nous, Christian Estrosi, car maintenant nous accueillons Alain Touraine. Bonsoir. Bonsoir. Un des plus grands noms de la sociologie. Vous publiez cet ouvrage, Après la crise, où vous montrez que le monde des élites économiques et industrielles n'appartiennent plus au territoire national. Vous avez en face de vous un ministre qui est un partisan du volontarisme national. Vous dites que l'État ne peut plus exercer sa tutelle, hein, notamment. Vous le mentionnez dans cet ouvrage. Je dis une chose tout à fait simple et peu contestée.
à savoir que le système économique est devenu mondial et même, comme on dit, global. Oui. Et comme il n'y a pas de société globale, on peut dire que depuis un certain temps, le monde économique est hors d'atteinte, il a largué les amarres, il n'y a pas de pouvoir politique. L'Europe des 27 et le président des États-Unis, enfin, personne n'a aujourd'hui la capacité de contrôler et de... C'est encore plus vrai pour les États, alors les États nationaux. C'est tout à fait vrai pour les États nationaux, en ajoutant tout de suite d'ailleurs, oui. Ça ne veut pas dire que les États n'ont rien à faire ou ne peuvent rien faire. Ah. Ça veut dire, certainement pas, personne n'a jamais dit, je pense, une chose aussi contestable. Ils peuvent agir notamment sur la politique industrielle. Voilà, et sur la politique du travail, et sur ce qu'on appelle la justice. Et je dirais que les problèmes du travail ou les problèmes économiques qui nous échappent au niveau global, si vous voulez, sont des problèmes qui reviennent au centre de notre vie collective à travers les interventions publiques et aussi les politiques privées, bien entendu, ou les actions syndicales ou politiques, au niveau de l'utilisation, la répartition des ressources et des charges. Donc là-dessus, je pense qu'il est, moi qui ai l'air, enfin, qui d'une certaine manière a des conclusions pessimistes, j'ajoute sur la crise, l'impossibilité de gérer la crise dans le cadre actuel. En même temps, il faut insister sur la nécessité de donner une activité et une capacité d'intervention plus grande au processus, pas seulement à l'État, à l'ensemble du système politique. Justement, puisque vous opposez le monde d'en haut, hein, c'est-à-dire l'élite l'élite économique, industrielle, et puis un monde d'en bas qui disparaîtrait par impuissance. À qui pensez-vous, là? Non, je ne pense pas avoir employé ces... Vous parlez de la décomposition des acteurs sociaux. Oui, la décomposition des acteurs sociaux, je pense qu'elle est assez visible dans la mesure où vous avez un affaiblissement du mouvement syndical très variable selon les pays, mais la France est un cas extrême, l'Espagne presque autant, les États-Unis presque autant, l'Angleterre c'était pas brillant, les Allemands c'est mieux, les Italiens c'est mieux, les Suédois c'est mieux, mais disons, au total, il y a un recul de la capacité d'intervention syndicale. Pourtant, il y a beaucoup de manifestations. Encore hier, vous avez vu à Bruxelles, en Espagne. Ceci ne veut pas dire qu'on est aujourd'hui, demain on verra, que ça ne veut pas dire qu'on est aujourd'hui une capacité à partir des partis politiques, des syndicats ou d'autres types d'organisations, qu'on ait la capacité de proposer des moyens de surmonter la crise, c'est-à-dire les effets de cette globalisation qui nous enlève le pouvoir de la société. Si vous voulez poser les choses plus clairement, je crois, et plus simplement, nous avons vécu pendant longtemps, 100 ans ou plus, un système où il y a de l'investissement privé-public, surtout privé. Il y a des tendances à renforcer le profit capitaliste, mais il y avait aussi des forces qui vont dans l'autre sens, des syndicats, etc., et l'État qui intervient dans un monde qui était grosso modo social-démocrate, de droite ou de gauche, qui essaie de rétablir. C'est ça, c'est ce système-là qui s'est écroulé. Alors, il y a un point très important, c'est peut-être le cœur même de votre livre, Alain Touraine, vous évoquez la montée des acteurs moraux. Voilà. De quoi, de qui s'agit-il? Alors, je pourrais d'abord vous donner l'exemple auquel tout le monde pense de jour. Le seul grand mouvement qui se soit créé au cours des 20 dernières années, c'est le mouvement de l'écologie politique. C'est-à-dire ça veut dire, est-ce qu'on continue à détruire notre capacité de survivre, ou au contraire, est-ce qu'on rétablit des relations correctes entre nature et culture? Voilà, c'était bien. J'ajoute qu'un autre problème, c'était celui des femmes qui est aujourd'hui, je dirais, un peu en perte de vitesse et qui devrait se renouveler, ce qui est, je crois, très possible. Et puis prenez le grand problème que nous vivons en ce moment et partout, le statut des minorités. Et j'ajoute aussi, à l'inverse, ce que je considère comme la lutte contre le danger principal. Pour moi, le danger principal, c'est le communautarisme. Et par conséquent, nous devons aussi nous défendre contre les politiques identitaires et communautaristes, et nous devons en même temps
organiser la combinaison entre l'universalisme de la citoyenneté et la diversité des cultures. Au final, vous êtes plutôt optimiste? Non, au final, je suis plutôt pessimiste. Si vous évoquez un avenir noir. Écoutez, l'économiste qui c'est le plus illustré ces dernières années, M. Stiglitz, prix Nobel, a publié son dernier livre, s'appelle Chute libre. Ça nous mène où alors, dites-moi? Eh bien, la chute libre, ça mène à la catastrophe. Et on se ramasse mal. Alors, on se remet à peine d'une catastrophe économique et financière. Non, on ne se remet pas du tout. Nous sommes dans une situation... Écoutez, l'Europe est le continent qui n'a pas de croissance dans un monde en pleine croissance. Donc nous perdons du terrain. Nous perdons du terrain. Les États-Unis aussi. Qu'il y ait d'ailleurs une généralisation, c'est très bien. Mais nous sommes aujourd'hui en Europe des gens qui avons moins de réponses que les autres parties du monde, les autres parties du monde vivant d'ailleurs des produits qu'elles fournissent, généralement des produits de base, métalliques ou alimentaires, à des pays en grand développement comme la Chine ou comme l'Inde ou non, le Brésil, lui, il se produit ses propres matières premières. Mais voilà. Christian Estrosi, vous écoutez ce discours avec intérêt, mais vous avez envie de réagir? Bon, d'abord, je vais lire cet ouvrage d'Alain Touraine qui me paraît avoir des aspects extrêmement intéressants sur la mondialisation, la globalisation. Je partage un certain nombre d'analyses, peut-être pas la dernière, parce que justement, la bataille de l'innovation doit nous conduire à aller sur ces marchés qui forcément ont un haut niveau de croissance, et je partage cette analyse qui est très porteur. Quand on part de très bas, forcément avoir des taux de croissance de 4, 5, 6% par an, là où nous sommes à 1,5, 1,6, c'est normal, c'est plus facile. Mais ce qu'il faut, c'est qu'un pays comme la France et l'Union européenne en général profitent de ces marchés porteurs de croissance pour faire des produits adaptés. Je pense à l'Afrique par exemple, ou à certains pays d'Asie, où il est important que la France, en termes d'innovation, soit extrêmement présente. Vous me parliez de la Chine tout à l'heure sur le marché automobile, ça justifie pleinement la politique qui est la nôtre, entre nos industriels et nos sous-traitants et nos équipementiers comme Michelin par exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a Michelin, 11% des pneus de première monte en Chine, ce sont des pneus Michelin. Donc, vous imaginez quand on est dans le pays où d'ici 2015, un tiers des voitures du monde seront vendues, disposer de 11% de ce marché, ça démontre bien que même si nous sommes à un niveau de croissance qui est 1,5, globalement, ça profite à la recherche, à l'innovation, au développement en France. Nous le souhaitons tous, et il y a de la vérité là-dedans. Ce que ma contestation ou ma réflexion n'est pas du tout au niveau de la capacité d'action économique. Ma préoccupation, c'est que dans l'ensemble du monde occidental, nous vivons dans des cadres de pensée et d'action qui sont anciens, qui fonctionnent de moins en moins, et que nous sommes dans un extraordinaire silence, dans une extraordinaire impuissance face aux crises mondiales. Les économistes n'ont rien prévu, mais aucun économiste, aucun politique, aucun gouvernement n'a été capable d'imposer des mesures de contrôle de l'économie. Une demi-seconde, une demi-seconde, parce que oui, c'est vrai, tout le monde a péché, économistes et politiques. Mais quand la France est leader pour dire aux frontières européennes, il faut se doter de règles sociales, de règles environnementales, de règles fiscales qui protègent la valeur travail au sein de l'Union européenne, ça démontre qu'un volontarisme politique qui n'avait pas cours jusqu'à présent, qui est en train de reprendre le dessus. Merci à tous les deux. Merci. Je vous donne le livre d'Alain Touraine, Monsieur le Ministre. Voilà, à 22h, le journal de Sonia Mabrouk. L'actualité en permanence sur publicsénat.fr, tout de suite sur LCP, Assemblée nationale, le magazine Pile et Face. Bonsoir à tous.